Et tu... Menu à l'écran. Bonsoir à toutes et tous, on est très contents et contentes de vous retrouver sur la chaîne Twitch de l'Union syndicale solidaire qui fête ses 1 an d'existence ce soir. Et du coup, à cette occasion, on vous rappelle que vous pouvez vous y abonner. Voilà. Alors, cette émission ce soir, elle est un peu particulière. Elle est particulière parce que je crois que c'est la première fois qu'on va parler d'internationalisme sur notre chaîne Twitch. Vous savez que chez Solidaire, on considère que notre syndicalisme de transformation sociale, il ne s'arrête pas à nos frontières et depuis longtemps, on a décidé de le construire aussi à l'international. Alors ça passe évidemment par créer des liens avec des organisations syndicales de lutte qui se trouvent dans d'autres pays. Ça passe aussi par continuer à construire le réseau syndical international de solidarité et de lutte dans lequel on est très engagé. Et puis ça passe aussi par soutenir le droit des peuples un peu partout dans le monde, soutenir leur droit à l'autodétermination. Et une des dimensions de notre syndicalisme internationaliste, c'est la mise en place, l'envoi de délégations de notre union syndicale à l'étranger, dans d'autres pays, pour voir comment ça se passe sur le terrain, comment vivent les travailleurs et les travailleuses, pour renforcer aussi nos liens syndicaux dans plusieurs pays. Et justement, ce soir, on est avec des camarades qui rentrent de Palestine, de Cisjordanie, en territoire occupé. On est avec Emmanuel Poupard, qui est journaliste, qui est membre du SNJ, du syndicat national des journalistes. On est aussi avec Vervaine Angéli, qui est retraité, qui est membre de Sud PTT. Oui. Et on est avec Muriel Gilbert, qui est co-déléguée de l'Union syndicale solidaire. Salut. Voilà, donc toutes et tous les quatre, voilà, avec moi-même. Linda Saïli, qui est de Solidaire Finances Publiques. Voilà, tous les quatre, nous rentrons d'une délégation en Cisjordanie, où on était il y a encore quelques jours. Une délégation syndicale pour rencontrer nos camarades des syndicats palestiniens avec qui on est en lien, on va pouvoir en parler ce soir, pour rencontrer des ONG aussi, et puis pour rencontrer nos camarades du mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, puisqu'on y est très investi en France. Alors, avant de démarrer nos débats, on vous rappelle le format. Quelques mots en plateau sur plusieurs thèmes. Vos réactions dans le chat. Voilà, c'est Twitch, c'est interactif et c'est parti. Alors, ma première question, elle est pour Emmanuel et pour Muriel. Donc, vous, c'était la première fois que vous alliez en territoire palestinien. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Quelles sont vos impressions, les choses qui vous ont le plus marqué? Alors, il y a plein de choses, évidemment. Je pense que, enfin, moi, quand j'ai su qu'il y avait cette délégation qui partait, j'avais très envie de voir, en fait, la réalité de ce que vivaient les Palestiniens et les Palestiniennes. Parce qu'évidemment, bon, il y a eu ce génocide à Gaza terrible et qui nous a tous et toutes marqués. Et voir ce qu'on pouvait, grâce à nos liens internationaux qu'on a bâtis depuis plusieurs années avec des syndicats, des organisations sur place là-bas en Cisjordanie. Pour moi, c'était vraiment intéressant d'aller se confronter en fait à la réalité et de constater aussi sur place en fait ce que vivent les Palestiniens et Palestiniennes. Ceux qui tentent de vivre, j'allais dire normalement, de travailler là-bas. Ce qui est vraiment frappant, ce qui a été très frappant, c'était l'atmosphère irrespirable de la Cisjordanie. Donc, je pense qu'on va la raconter au fur et à mesure, hein, mais bon, déjà, voilà, pour y aller, on est passé par Jérusalem et ensuite, on a traversé le mur qui est vraiment un mur énorme. Là aussi, on se rend pas bien compte quand on parle du mur. C'est un mur énorme qui a été érigé entre la partie Israël et la Cisjordanie. Et en passant ce mur-là, on tombe finalement dans une région où on sent qu'il y a une atmosphère très pesante. Et pourquoi elle est très pesante? Parce qu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure de ce qu'on a vu lors de la délégation que la colonisation, c'est quelque chose qu'on peut quasiment voir à chaque fois qu'on tourne la tête là-bas.
Et je pense que c'est voilà, c'est à la fois les colons qui se sont installés partout, sur des sommets d'ailleurs, dans des villages, mais sur des sommets. Je pense qu'il y a aussi le côté, il faut que ce soit visible pour les colons qui soient implantés là-bas. J'avais aussi quelques images, enfin, j'avais aussi des représentations que je m'étais faites, hein, c'est-à-dire, bah, peut-être que voilà, je me disais, bon, c'est à certains endroits qu'il y a des colons qui se sont installés. Bon, c'est bien sûr que ça débordait de ce qui était voilà, admis par le droit international et largement, mais j'avais pas idée que c'était finalement partout, en fait, maintenant que il y a l'implantation des colons. Et que, en fait, la journée d'un Palestinien ou d'une Palestinienne, en fait, c'est une forme de survie dans un territoire où tout vous rappelle que vous n'êtes pas libre et que vous n'êtes pas, en fait, en autonomie de décider de votre vie, ni de pouvoir vivre, en fait, librement. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a frappée. Et ce qui m'a frappée aussi, c'est la force de ceux et celles qu'on a rencontrés et qui disent ben, résister et qu'ils n'ont pas le choix de faire autre chose que résister. Et ça, c'est voilà, c'est très fort parce que, comme dit, voilà, à chaque moment, en fait, tout est fait pour montrer qu'il n'y a pas d'espoir, en fait, pour eux et elles, de continuer à vivre sur leur terre, parce que c'est aussi leur terre, sans, voilà, sans parler de ce qui s'est passé en 48 déjà, mais il y a cette impression-là vraiment de quelque chose de pesant. Il y a les checkpoints, il y a l'armée israélienne partout, et il y a une espèce d'aléa aussi de savoir si on va subir de la violence. Voilà. Enfin bon, je suis allée un peu loin dans les impressions, mais voilà, ce qui est important, c'est, je pense, vraiment de ressentir que c'est une vraie. Enfin, le mot de territoire occupé, je trouve que c'est difficile à faire, à transmettre une fois enfin, quand on l'a pas vécu. Et nous, on a fait que 11 journées là-bas, mais on l'a quand même ressenti vraiment, j'allais dire presque physiquement. C'est cette atmosphère irrespirable et cette absence de futur. Et l'idée aussi que c'est organisé. C'est-à-dire que c'est pas un hasard, c'est pas juste une conséquence de certaines choses, c'est une volonté des Israéliens, du gouvernement israélien, de faire en sorte que, à un moment donné, les Palestiniens, Palestiniennes partent, on ne sait où, ou en tout cas ne soient plus sur cette terre-là qui est la leur. Peut-être dire un mot sur le fait que ce régime autoritaire israélien, ce régime colonial israélien, on l'a subi aussi dès l'arrivée, hein, puisque bon, il faut dire quand même qu'on est 4 autour de cette table ce soir, mais qu'on était 5 à partir. Emmanuel, je sais pas si tu veux en dire un mot. On avait constitué une délégation préalable de 5 personnes, et en effet, il y a un collègue qui n'a pas pu passer à l'aéroport puisqu'il a été stoppé par les autorités israéliennes à l'aéroport. Il n'a pas pu rentrer. Et donc, nous, comme nous sommes arrivés après à Jérusalem, on a pris de ses nouvelles. On n'a pas eu de ses nouvelles pendant quelques heures. Et après, il nous a tenu au courant qu'il était retenu. Voilà. Et finalement, on lui a prié de faire demi-tour. Il est interdit de territoire en Israël pendant 2 ans. Parce que, bon, pour sans doute des raisons qui sont propres à Israël pour éviter de témoigner de ce qu'il a vu. Et peut-être ce qu'il a fait aussi en France. Mais voilà, donc au départ, on devait être 5, et c'est vrai qu'on est arrivé à 4. Moi, je vais pas paraphraser ce que vient de dire Muriel. Ce qui a été très particulier pour moi, c'est que bon, je suis arrivé comme vous sur le territoire. Tout de suite, moi, j'ai pris un taxi, et c'est vrai qu'il y avait ce corridor qui partait de Tel Aviv, parce qu'on arrivait un vendredi, c'était Shabbat, tout était fermé, métro, train, etc., bus. Et donc, le seul moyen de rejoindre Jérusalem, c'était les taxis. Et j'ai pris un taxi qui m'a emmené à Jérusalem. Et c'est vrai que on a l'impression d'une grande route, toute seule. Et le chauffeur du taxi me l'a dit. Voilà, c'est une route qui est uniquement empruntée par les Israéliens.
et pas par les Palestiniens. Et c'est une route qui est barbelée de chaque côté. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'aller à un endroit bizarre. Donc, quand on arrive à Jérusalem, on voit qu'il y a une forme de coexistence entre les peuples et les religions, mais elle est que de façade, puisqu'on voit très bien que les endroits religieux sont gardés par l'armée israélienne à Jérusalem-Est, toute la mosquée Al-Aqsa, etc., c'est gardé par l'armée. Donc c'est vrai que c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment une atmosphère très pesante. Et moi j'ai senti au fur et à mesure qu'on avançait dans notre délégation et de nos rencontres, qu'il y avait une volonté d'asphyxie, une volonté délibérée d'asphyxie du peuple palestinien pour pouvoir les mettre dehors. Et le sentiment s'est vraiment exacerbé le moment où on est parti de Jérusalem Est et on est rentré à Bethléem. Donc de l'autre côté du mur, il faut imaginer, c'est des grands murs de 8 à 10 mètres de haut. Et donc on a l'impression d'être dans une prison à ciel ouvert. Et au fur et à mesure des rencontres, mais on en parlera lors de l'émission, c'est vrai que ça soit plus de travail pour les Palestiniens qui peuvent plus passer les checkpoints, qui sont prisonniers de cette grande prison à ciel ouvert, la monnaie qui est délibérément très forte, le shekel là-bas, qui est uniquement la monnaie israélienne qui est imposée par Israël aux Palestiniens, qui est très forte. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une volonté de pas s'en sortir, délibérée pour les chasser dehors. Et tout ce qu'on peut lire dans les médias, alors moi je suis un journaliste qui me documente, hein, évidemment, comme d'autres, et tout ce qu'on voit, on a vraiment de la peine à imaginer une fois qu'on est sur place. Et il faut vraiment être sur place pour se rendre compte la manière dont l'apartheid, parce que c'est un mot, parfois on dit l'apartheid, la colonisation, tu vois, quand même les journalistes ils abusent, il y a des témoignages, mais franchement, sur place, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qu'on a vu. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je peux dire. Par ailleurs, juste pour compléter ça, cette notion d'apartheid qui au début était très discutée, y compris dans les milieux militants, elle a été maintenant documentée, hein, puisqu'on a en France, on a Amnesty International qui a fait un rapport très complet basé sur le droit il y a quelques années maintenant. Donc effectivement, la notion d'apartheid est très documentée. Et même les Palestiniens en parlent d'ailleurs, ils parlent d'apartheid eux-mêmes. Donc c'est vrai que il n'y a pas d'autre mot pour moi pour qualifier Alors, ce qui se passe. vous évoquez l'apartheid, vous évoquez l'asphyxie, c'est des mots qui reviennent beaucoup, l'occupation. Vervaine, toi, c'était pas la première fois que tu allais en Palestine, puisque tu faisais partie de la dernière délégation de Solidaires, et puis tu y étais allé aussi d'autres fois auparavant. Qu'est-ce que tu as pu mesurer comme changement par rapport à 2019, il me semble, la dernière fois? Alors, moi, j'ai trouvé que, alors, vous avez utilisé des mots en disant pesant, etc. J'ai trouvé ça effectivement très, très pesant et bien pire que tout ce que j'avais pensé parce que je savais, pour l'avoir lu, ou pour avoir écouté des choses à la radio, etc., que la situation, elle s'était dégradée par rapport à la période dans laquelle j'étais venue. Mais en même temps, je pense que là aussi, j'avais pas mesuré la réalité des choses. Donc, sur la colonisation, il y a une aggravation qui est considérable. D'ailleurs, je veux dire, on n'était pas rentré depuis quelques jours, qu'il y avait de nouvelles décisions du gouvernement israélien qui en fait suppriment tous les obstacles en fait à la possession des terres par les colons dans toute la Cisjordanie. Donc, je veux dire, c'est vraiment un feu roulant de mesures et je veux dire, de mesures et d'actions des colons, d'actions de l'armée israélienne pour que cette occupation augmente en permanence. Donc ça, c'est vraiment un truc qui était très palpable parce que jamais vu autant de checkpoints, jamais vu ces barrières jaunes comme ça en nombre qui bloquent qui sont des barrières mobiles qui bloquent les routes, etc. Jamais vu ces drapeaux israéliens qui ponctuent les routes qu'on prenait de cette manière-là. Donc vraiment, c'était quelque chose de très important. Le deuxième élément, je pense qui était très visible aussi, c'est la différence sur la situation des camps de réfugiés. Bien, puisque les camps de réfugiés, qui sont des camps qui existent depuis 48 en fait, mais qui se sont transformés. Mais en fait, Israël essaye de résoudre la question des réfugiés, c'est-à-dire essaye de supprimer les camps
d'une manière ou d'une autre. C'est très avancé dans le nord de la Cisjordanie, c'est très avancé à Jenin. À Tulkarem, moi, je veux dire, c'était inimaginable. Quand les gens nous ont dit c'est Little Gaza, puisqu'on parlait beaucoup en anglais avec les personnes qu'on a rencontrées, je veux dire, c'est des travées qui ont été faites par des bulldozers d'une largeur de 100 à 200 mètres, etc., dans les camps, c'est-à-dire toutes les maisons détruites, et des gens qui sont réfugiés pour la deuxième fois ou la troisième fois de leur vie. Tulkarem, c'est une commune qui se situe sur la bordure, enfin sur la frontière, au nord-ouest de Ramallah, pour que les gens se situent. Oui. Et donc c'est vraiment, y a cette volonté-là de supprimer les camps de réfugiés, qui accompagne en fait aussi les décisions qui ont été prises par le gouvernement américain sur la suppression de l'UNRWA, qui était l'organisme lié aux Nations Unies, hein, qui pour les réfugiés palestiniens. Mais ce que ça veut dire, parce que l'UNRWA, c'est pareil, ça peut être une abstraction, mais là, ça veut dire que si l'UNRWA n'a plus de moyens, si les camps sont supprimés, c'est des enfants qui n'ont plus d'école, puisque dans les camps, l'UNRWA fait les écoles jusqu'à l'âge de 9 ans, c'est les centres de santé, c'est toute cette situation-là. Donc, on a vraiment un truc très, très, très pesant sur cette question des camps. Et le dernier élément que je voudrais souligner, c'est la situation économique. C'est que là, c'était criant aussi, c'est-à-dire qu'on a une dégradation. C'est pas que ça allait bien avant, je veux dire, mais disons que là, il y a une situation de dégradation qui est terrible. Israël bloque les ressources de TVA qui doivent être transférées à l'autorité palestinienne. Et ça représente 62 à 65% du budget de l'autorité palestinienne. Alors, ça veut dire évidemment que tout ce qui est activités, services publics, etc. est touché, mais c'est aussi les salaires, on va y revenir. Et l'autre élément, c'est que les permis de travail en Israël, qui concernaient 170 000 personnes avant le 7 octobre, ont été supprimés en quasi-totalité, ce qui veut dire que là aussi, c'est moins d'argent qui rentre, et on le voit. On voit dans la rue des enfants qui alors ils ont des petits porte-clés, des choses comme ça. Ils font pas directement la manche, mais c'est vraiment, je veux dire, moi j'avais jamais vu ça en Palestine. Israël fait appel aussi à la main-d'œuvre asiatique, hein. Du fait qu'il n'y a plus les Palestiniens, on a appris qu'ils faisaient appel à une main-d'œuvre extérieure. Oui, et ils vont chercher en fait des Thaïlandais, c'est ce qu'on nous a dit, oui, c'est vrai. des Thaïlandais pour conduire des bus, des Africains pour travailler sur les chantiers, etc. Je veux dire, ils font venir des contingents spécifiques pour remplacer les travailleurs palestiniens. Mais c'est véritablement, je veux dire, tout ça a des conséquences sur la situation économique sur place qui est véritablement très, très, très importante. C'est vrai qu'il y a eu une accélération, ils nous l'ont dit à partir du 7 octobre, mais ils disaient aussi que ça existait avant. Enfin, il y avait déjà des difficultés, on rencontrait déjà beaucoup de difficultés avant, mais avec le 7 octobre, ça s'est encore amplifié. Il ne faut pas oublier par ailleurs qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont parlé de ça. Et par ailleurs, sur la colonisation, bon, il y a une accélération énorme depuis le 7 octobre, mais cela dit, il y a aussi plusieurs personnes qui nous ont dit, et le plan Trump, le premier plan Trump, moi je me souviens très bien en avoir entendu parler en 2019, il y avait dans le camp de déchets à Bethléem, on nous avait montré la vidéo de promotion du premier plan Trump pour la Palestine. Donc, je veux dire, c'est des choses qui ont commencé avant, mais il y a véritablement des accélérations très importantes, quoi. Alors, avant de passer à la suite et de voir un peu comment tout ça se matérialise au niveau du travail, sur les lieux de travail, quand ils existent encore, juste vous rappeler que vous pouvez bien sûr interagir avec nous. Donc, nos camarades mettent plein de ressources en ligne, c'est super.
au fur et à mesure et merci, merci à elles, merci à eux, nos camarades qui font la modération. N'hésitez pas si vous avez des questions sur, ce qu'il est en train de dire, sur, c'est le moment ou jamais. La question palestinienne, elle pose question effectivement dans notre syndicalisme, mais de manière plus générale dans la société. Donc c'est vraiment le moment de pas hésiter à poser vos questions. Si on peut y répondre, bien sûr, on le fera, avec plaisir. Alors on a parlé un peu de la situation générale, de vos premières, impressions aux uns, aux unes et aux autres et là maintenant, alors nous on y allait, hein, on était une délégation syndicale, donc j'aimerais que vous racontiez un petit peu, qu'est-ce qui a changé pour les travailleurs et les travailleuses? Tu as commencé à en parler, Verveine. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sous occupation? Alors, c'est, j'allais dire, tout est compliqué. Tout devient compliqué. Enfin, on peut pas raisonner comme ici ou comme dans un pays, j'allais dire libre. C'est-à-dire qu'en fait, ça commence déjà par la question des déplacements, parce que on l'a dit, hein, la colonisation, c'est en fait à chaque entrée de ville, à chaque sortie de ville, des checkpoints. Donc, pour le dire un peu concrètement, ça fait des files de voitures pour rentrer ou sortir d'une ville, avec à chaque fois, ou presque à chaque fois, des soldats israéliens, parfois très très jeunes, hein, La vingtaine. qui ouvrent les véhicules, qui sont armés bien sûr, donc c'est assez impressionnant quand même parce que je pense que voilà, on sent que il peut y avoir des dérapages assez facilement, on dira. Donc fouille de certains véhicules et ces checkpoints en fait, ils sont aussi un peu ouverts et fermés au gré de on ne sait pas quoi. En fait, si ça se fait, c'est juste la relève de voilà de ceux qui gardent le checkpoint. Et pareil pour l'entrée en Israël, enfin passer le mur. Par exemple, le dernier jour, on était à Tulkarem et on avait, allez, 10 minutes normalement pour accéder voilà, à Israël. Et en fait, Au poste frontière, ouais. au poste frontière. Et en fait, on nous a dit, ah bah, c'est fermé. Du coup, bah, on a pris taxi, enfin bon, c'est une voiture un peu banalisée, On a fait mais le tour, oui, on a dû faire le voilà. tour Et en et fait, ça nous du a mis coup, presque 1 heure. ça nous a mis 1 heure pour rejoindre le même endroit. Mm. Bon, et après, en plus, on a été aussi fouillés, mais ça, c'est une autre histoire. Mais juste pour dire qu'en fait, ça, c'est le quotidien des Palestiniens, Palestiniennes. Que si vous voulez aller travailler dans la ville d'à côté, c'est compliqué. Il y a des gens qui se lèvent à des heures, je sais pas, 3 heures du matin, pour être sûr de pouvoir passer le checkpoint et arriver à peu près à l'heure à leur travail. Ça veut dire aussi que en face, il y a des patrons plus ou moins aussi qui entendent plus ou moins la réalité de la situation et qui sanctionnent parfois ou qui disent c'est pas mon problème que le checkpoint a été fermé, t'étais pas là, t'es pas payé. Donc on a des choses comme ça très matérielles et ça nous a été dit je pense à chaque fois en fait, à chaque fois qu'on a rencontré une organisation syndicale, une association, ils ont parlé de ces problèmes des déplacements. Et pour illustrer aussi un peu cette situation, en fait, on avait un camarade qui nous a accueillis à Hébron le soir et qui nous a dit ah en fait je vais peut-être laisser ma voiture et aller à pied chez moi parce qu'à pied c'est 10 minutes, mais en voiture si c'est fermé je peux passer 1 heure ou 2. Et puis en même temps, si je laisse ma voiture, elle risque de soit être volée, soit être explosée par l'armée israélienne. Donc bon, bref, au final, on lui a dit ce serait peut-être mieux qu'il dorme sur place aussi dans un hôtel, et c'est ce qu'il a fait au final. Mais pour vous dire la réalité de ce que vivent les gens là-bas, quoi. C'est rien n'est simple. En fait, tout doit être anticipé. Et sur la question du travail, évidemment que ça a un grand impact. En plus de ce que tu as dit, qui est très important, Verveine, parce que c'est
La réalité, c'est qu'en fait, il y a quand même 170 000 personnes qui travaillaient de l'autre côté, à qui on a dit stop. Il reste à peu près, je crois, 10 000 permis de travail. Ça veut dire que du coup, c'est un chômage endémique, la conséquence de ça. Et on a mesuré aussi, voilà, malgré l'accueil, évidemment, la main sur le cœur, et on nous a vraiment gâtés en tant que délégation, mais je veux dire, ils vivent une précarité, une pauvreté. Et d'ailleurs, c'est ce que nous ont raconté aussi les syndicats qui font des paniers de vivres, en fait, à leurs adhérents, aux salariés, pour qu'ils s'en sortent. Donc, rien que les déplacements pour aller travailler quand il y a du travail, ça n'a rien à voir avec voilà, ce qu'on peut vivre ici. Et évidemment, ça a des conséquences sur le fait de la fatigue, sur le moral, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils prennent aussi une voiture, il y a la question aussi de la violence. Parce que les checkpoints, ça peut bien se passer ou pas bien se passer. Il y a des gens qui sont tabassés. Mais bon, je vais laisser peut-être d'autres témoigner aussi de tout ça. Non, mais peut-être, alors, tu as parlé du fait d'aller au travail, on a parlé aussi du chômage. Quand les travailleurs et travailleuses se rendent au travail, quand ils ne sont pas pris par cette question du chômage, est-ce que peut-être, Vervaine, tu peux revenir sur quelles sont en ce moment leurs batailles, leurs revendications face à leurs employeurs quand il y en a encore un? Alors, nous, ce qui nous a été dit à plusieurs reprises comme problème, c'est qu'en fait, le code du travail, ce qui n'est pas très étonnant par ailleurs, hein, que le code du travail qui existe en Palestine, il est issu en fait de l'ancien code du travail en Jordanie, qui existait en Jordanie. Et donc, il y a des batailles autour de ça, notamment autour du fait que la question de l'urgence est quelque chose qui n'existe pas. En fait, les situations d'urgence, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le Code du travail. Donc, en fait, il n'y a pas de moyens pour les travailleurs, les travailleuses qui sont dans des situations de ces difficultés-là pour s'appuyer sur des droits spécifiques qui seraient liés à ça. Donc ça, c'est une première difficulté et il y a des revendications qui existent autour de cette question-là, pas simplement des syndicats, mais aussi d'une organisation de défense des droits des travailleurs qu'on a rencontré, qui est un de nos partenaires pour Solidaire depuis longtemps, qui s'appelle le DWRC. Et donc, c'est une des batailles qui mène, mais en même temps, il mène aussi des batailles au plan juridique, c'est-à-dire pour défendre les salariés qui se retrouvent lésés, en fait, dans les situations-là, et en sachant que c'est des batailles qui sont extrêmement difficiles parce qu'il n'y a pas de juridiction du travail, il n'y a pas de prud'homme, en fait, en Palestine. Et donc, quand il y a des batailles qui sont menées pour la défense des droits des salariés qui vont au tribunal, c'est les tribunaux civils qui traitent de ces... Et ça peut prendre un temps fou, etc. Donc, y compris, il y a un des syndicats qu'on a rencontré à Tulkarem, qui nous disait que le 1er mai, par exemple, c'était toujours une des revendications qui portait que cette question de tribunaux spécifiques du travail soit quelque chose d'existant. Et après, il y a un autre domaine qui est important, c'est que là, on parle des salariés du privé, hein. C'est la question de l'application du salaire minimum. Alors, déjà, il y a un truc très particulier en Palestine, c'est que le salaire minimum, il est en dessous du seuil de pauvreté. Et pour faire un comparatif, alors, qui vaut ce qui vaut, mais le coût de la vie, en fait, en Cisjordanie, sachant que l'essentiel des produits, en fait, viennent d'Israël, c'est ça aussi l'occupation. Bien, en fait, on a un coût de la vie qui est quasi identique à celui qu'on a de l'autre côté du mur. Et en fait, le salaire minimum, il est à 1800 shekels en Palestine, en Cisjordanie. Je veux dire, parler de Gaza, c'est encore une autre affaire. Bon, il est de 1800 shekels et il est à 6000 shekels en Israël, pour donner un peu une échelle de valeur. Pour donner des indications. Et par ailleurs, il n'est pas toujours appliqué. C'est-à-dire que il y a des salariés, une bataille dans certains secteurs. Alors, c'est les secteurs féminins
en particulier qui nous ont parlé de ça, dans les femmes qui travaillent dans les jardins d'enfants notamment, se battent pour que le salaire minimum soit appliqué. Alors, ça passe par des choses qui sont très particulières, parce qu'il y a y compris des employeurs qui forcent des salariés à dire je reçois bien le salaire minimum alors que c'est pas vrai. Ouais. Bon, donc ça passe par le fait d'essayer d'imposer dans les contrats qui sont passés le fait qu'il y ait l'ouverture d'un compte en banque pour que ça puisse être vérifiable. Le salaire qui est versé aux personnes, etc. Mais il y a des gros enjeux autour de ces questions-là. Je vérifiais à 1500 shekels, c'est 260 euros à peu près pour que Voilà, ça donne un ordre les d'idée. auditeurs aient un autre idée. Avant de parler de la question des journalistes avec Emmanuel, justement, tu parlais des secteurs féminisés. On a une question sur le chat qui demande qu'en est-il de la situation des femmes palestiniennes au niveau du travail, des déplacements, des violences. Peut-être qu'on peut en dire un mot, puisqu'on a eu la chance de rencontrer aussi une camarade d'un comité de femmes à Toul-Carême. Je ne sais pas qui souhaite répondre à... Bah oui, c'était assez marrant, si on peut dire, parce qu'effectivement, on avait été reçus par le syndicat et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'hommes. Et à un moment donné, j'ai dit, mais qu'en est-il des femmes? Et donc, le camarade, il est devenu palestinien, il est devenu un peu rouge, si on peut dire. Il a dit, ah, mais justement, on va manger chez elle. Parce qu'en gros, ils ont dans leur syndicat une sorte de commission féministe. Et en fait, elles ont réussi à avoir un lieu à elles, dans lequel, en fait, on sent que c'est vraiment comment dire, un lieu où elles s'entraident et elles peuvent discuter justement de leurs difficultés particulières en tant que femmes. Et aussi, enfin, j'allais dire, un peu comme à chaque fois, là, ce sont des femmes qui ont entrepris des choses très concrètes et positives dans une situation économique très difficile, où en fait elles ont réussi à avoir des modèles agricoles qu'elles relancent sur des plantations, à apprendre à d'autres femmes à justement avoir une autonomie, voilà, en plantant des potagers, des choses comme ça. Elles ont remis aussi au goût du jour une tradition là-bas de broderie qui permet aussi de vendre leurs travaux, leurs ouvrages et de justement d'en faire quelque chose où elles puissent, enfin elles ont du coup aussi une puissance économique par rapport à dans une situation qui est vraiment avec un chômage endémique. J'ai plus en tête les pourcentages, mais je crois qu'on était à 32%, il me semble. Enfin, Je pense que pour les femmes, c'est Oui, plus. c'est que- plus. ouais, oui, alors voilà, globalement, mais effectivement, on n'a Mm. pas forcément les chiffres Mm. pour les femmes. Et juste par rapport parce que il y a aussi la question des violences. On a eu aussi voilà, une discussion avec l'organisation des WRC à un moment donné qui est passée sur la question de harcèlement pour des femmes. Mais on a bien senti en fait qu'il y avait des questions de violences sexistes et sexuelles et que les femmes subissaient aussi lors des checkpoints, voilà, des agressions sexuelles, mais que c'était vraiment assez tabou d'en parler et que ça a été un peu difficile. On a demandé si c'était ça, on nous a dit oui, mais que c'était pas encore possible tellement d'en parler facilement là-bas, quoi. Non, et puis, ce qu'on nous a dit dans cette discussion-là, c'est aussi que le contexte d'augmentation des violences était très important par les colons, par l'armée israélienne, etc. Mais que tout ça produisait aussi de la violence, y compris jusqu'au sein des couples et des familles, etc. Et que c'était véritablement un souci général. Hein. Moi, après, sur juste, c'est pas nécessairement sur la situation des femmes au travail, mais moi, j'ai été marquée dans les discussions qu'on a eues avec un certain nombre d'ONG ou d'associations, y compris certaines qui ont été
qualifiés de terroristes par le gouvernement israélien et qui n'ont plus d'existence légale normalement. Bien. Mais de voir des jeunes femmes qui étaient très présentes et très très actives et volontaires dans leur prise de parole et dans leur volonté de participer à l'animation de ces structures-là. Ouais, pour rebondir là-dessus, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, évidemment, on a rencontré des ONG et aussi des syndicats de salariés. Et c'est vrai que les syndicats jouent un rôle qui va au-delà de ce qu'on fait en France. C'est pas qu'une simple défense des salariés, comme ça a été dit sur la distribution des paniers repas. Ça joue le rôle d'amortisseur social, comme pourrait le faire un centre communal d'action sociale en France. Et donc, ça va vraiment au-delà. Et moi, j'ai vu et ça m'a vraiment saisi, parce que je suis un baroudeur, moi, je voyage pas mal. Et c'est vrai que, malgré tout ce qui leur arrive depuis 48-67, on a quand même un peuple qui, quand même, essaye d'avoir une certaine fierté. Enfin, souvent, la plupart du temps, on leur a demandé qu'est-ce que vous attendez de nous, etc. Et c'est vrai que la question de l'argent n'est pas venue tout de suite. C'était d'abord, on a besoin que vous témoigniez, on a besoin que vous nous dites, il faut absolument témoigner, dire ce qui se passe ici, et on compte sur vous. Il faut qu'il y ait un élan de solidarité, il faut rendre la fierté au peuple palestinien, on compte sur vous. Et ça nous saisit quand même, parce que tu te dis quand même, enfin c'est des gens qui ont presque rien, et ils s'accrochent à un avenir meilleur. Alors, bon, c'est vrai que leurs conditions sont complètement déplorables, mais j'ai vu des gens qui gardaient malgré tout le sourire et qui espéraient un jour meilleur. Mais c'est vrai que malheureusement, avec ce qu'on a pu voir sur place, notamment, moi j'ai été frappé par la situation où auparavant je me disais les accords d'Oslo, la solution à 2 États, c'est génial, etc. Mais en fait, quand on est là-bas, quand on voit les colonisations, les colonies, la manière dont c'est asphyxié, tu dis c'est pas possible en fait. On n'arrivera jamais à cette solution-là. Alors, avant de revenir sur le rôle des organisations syndicales, parce on va discuter un peu plus précisément des syndicats qu'on a rencontrés, de leur rôle, tout ça. Peut-être, Emmanuel, ce serait intéressant que tu dises un mot de la situation des journalistes, puisqu'il y a quand même une situation particulière dont on a entendu parler en France, à Gaza, et puis plus généralement, on a pu rencontrer le syndicat des journalistes avec lequel le syndicat national des journalistes en France, le SNJ, est affilié. Peut-être en dire quelques mots. Oui, alors c'est le PJS, le syndicat des journalistes palestiniens, est affilié à la FIJ, la Fédération internationale des journalistes, qui est une fédération qui regroupe 600 000 journalistes dans le monde, y compris le SNJ, qui est aussi un membre affilié. Et c'est vrai qu'on a des relations très importantes, très ténues avec le PJS. Parfois, son président vient souvent en France et en Europe pour témoigner de la difficulté de documenter et de faire le travail de journaliste. À préciser qu'on a pu aller quand même qu'en Cisjordanie occupée, que Gaza n'est pas possible d'y aller. On peut pas y aller. Et donc, en revanche, il y a du travail qui est fait sur place pour essayer de témoigner des exactions, parce que, il n'y a pas d'autre mot, des exactions de l'armée israélienne à Gaza. J'ai encore noté le chiffre tout à l'heure, parce que c'est quand même un chiffre qui nous met d'effroi. Plus de 300 journalistes tués depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre. C'est des chiffres qu'on n'a jamais vus depuis très longtemps. Enfin, ça fait froid dans le dos. Et malheureusement, c'est des journalistes qui sont tués parce que c'est faire taire leur témoignage. C'est pour effacer tout ce qu'ils voient. Alors, on a eu cette rencontre avec le PJS à Ramallah, qui nous a présenté 2 vidéos qui nous ont fait assez froid dans le dos quand même, parce que on voit la manière dont ils essayent de documenter et d'essayer de manifester à l'opinion publique qu'il faut absolument les aider et dénoncer ce qui se passe à Gaza. Et on a des journalistes qui sont tués, alors par drone parfois. Il y a ce fameux drone et cette application IA qui s'appelle Where is Daddy, qui tue délibérément les journalistes. Alors au départ, c'était une IA avec un drone qui était fait, soi-disant, contre les terroristes, et puis finalement, son emploi a été dévoyé contre les journalistes. Donc il y a une volonté délibérée de les faire taire. Et Nasser, le président du PJS, le syndicat des journalistes palestiniens, nous a dit que tous les journalistes qui ont été tués
il y a aussi sur place certains qui se sont improvisés journalistes, qui sont devenus journalistes, parce que pour eux, c'était impossible de ne pas documenter ce qui se passait. Donc, ils continuent à les aider, alors de manière très compliquée, parce que c'est notamment des petites unités de panneaux solaires pour charger leur téléphone, parce qu'un téléphone, ça permet d'envoyer des messages, de faire des vidéos, d'envoyer des messages. Et puis, ces gens-là, ils ont acquis des compétences et ils doivent en effet, demain, essayer de le rendre compte. Donc, on a eu cette difficulté-là d'affronter. Enfin, moi, en tant que journaliste, on connaît la manière de travailler, mais c'est vrai que c'est des conditions qui sont très très difficiles, très très difficiles. Peut-être dire 2 mots, parce que la question de la violence, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, Morel. La question de la violence envers les travailleurs et les travailleuses. C'est-à-dire qu'en Palestine, aujourd'hui, on meurt parce qu'on fait son travail. J'ai envie de dire, alors tu as parlé des journalistes qui étaient volontairement visés à Gaza. À Gaza, l'armée israélienne a aussi tué des personnels de la santé parce qu'ils faisaient leur travail. Enfin, je veux dire, avec une volonté délibérée. Elle a aussi détruit des outils de travail, des outils de production. Ça a été les outils des pêcheurs, des agriculteurs, ça a été les écoles, ça a été tout ça. Et donc, c'est important de revenir là-dessus parce que souvent aussi, on se pose la question de pourquoi la question palestinienne, c'est une question syndicale. Bah, en fait, oui, ça, c'est aussi une des raisons de dire que c'est évidemment une question syndicale. Quand on est visé parce qu'on fait son travail, quand on détruit des outils de travail, évidemment que ça en fait une question, une question syndicale. Alors, la question de la violence aussi, c'est celle, je pense à ce qu'on nous a raconté qui était effroyable. On l'a dit tout à l'heure, les permis de travail ont été supprimés et il y a des travailleurs, des travailleuses qui traversent le mur pour aller en Israël et pour quand même essayer de travailler illégalement parce qu'à un moment donné, il faut parvenir à nourrir sa famille, à pas crever de faim tout simplement. Et en fait, ces travailleurs et ces travailleuses, en fait, ils se font sniper par l'armée israélienne, ils se font tuer. Oui. Alors il y a énormément de blessés parce que quelquefois ils leur tirent dans les jambes, dans les bras et donc c'est vrai qu'il y a une génération de personnes qui se retrouvent handicapées et puis quelquefois en fait ils sont tués tout simplement. Et donc la question de la violence envers les salariés, envers les employés, envers les travailleurs, les travailleuses, elle est vraiment très très présente en Palestine. Une petite chose qui me permet aussi de rebondir là-dessus, enfin si tu peux me permettre, mais il a été question des colons, et c'est vrai que, alors il y a un des camarades qui nous avait montré une vidéo d'un Palestinien qui avait été attaché à un 4x4 d'un Israélien et qui l'avait traîné pendant plusieurs mètres. Et à voir les colonies, etc., j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement entre le Far West, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les colons israéliens, avec l'aide de l'armée israélienne, en fait, on leur laisse faire tout ce qu'ils veulent, quoi. C'est vraiment la conquête de l'Ouest, quoi. Et en avant, quoi. Et ça fait vraiment froid dans le dos, vraiment. Puis il y a la situation aussi dans les prisons qu'on nous a rapporté assez souvent. Moi, ça m'a frappé que c'est venu quand même au-delà des organisations pour les journalistes notamment qui s'occupent des droits de l'homme. On nous a parlé souvent de la situation dans les prisons qui est infâme. De torture. Voilà, on a vu quelqu'un du camp d'Aïda à Bethléem qui nous a dit avoir lui-même été prisonnier et que voilà, il y a des tortures un peu comme Guantanamo, quoi. Enfin, je veux dire, et avoir perdu 33 kilos en 4 mois. Et c'est notamment une des techniques de les affamer et de leur donner genre une poignée de riz par jour, point. Donc ils sont tellement méconnaissables que, y compris parfois leur famille les reconnaissent pas à la sortie. Enfin ça fait vraiment froid dans le dos parce que en plus voilà, je trouve que on peut se dire bon, il y a voilà, c'est toujours compliqué en fait d'admettre ce genre de choses parce que évidemment qu'on remettait pas en cause la parole de ceux et celles qui nous ont parlé. Mais quand on a ce récit qui revient 4, 5, 6 fois, je pense que c'est quelque chose qui est terrible et qui est méconnu parce que je pense que ça, c'est pas forcément quelque chose dont on parle actuellement.
sur la situation de la Cisjordanie. Une drôle de coïncidence parce que quand on est revenu de notre voyage, entre guillemets, moi je travaille dans un journal, j'ai ouvert le journal local et en page France Monde, Monde, il y avait un papier de l'ONG B'Tselem qu'on a rencontré et qui témoignait des tortures en prison. Et quand on lit ça au retour, tu peux dire, bah oui, on me l'a dit. On me l'a dit, confirmé. Donc, Et il y a un très bon rapport, alors, il faut prendre le temps de le lire, il est en anglais sur le site effectivement de l'ONG israélienne B'Tselem, avec qui on a pu échanger à Jérusalem, et qui vient de sortir, qui a sorti il y a quelques semaines un rapport sur l'état des prisons. Alors le rapport est en anglais, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais voilà. Je voudrais dire aussi que l'Union syndicale solidaire, qui est membre du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, sera partie prenante de l'organisation d'un meeting de soutien aux prisonniers, aux prisonnières palestiniennes. Un meeting, alors c'est parisien, qui aura lieu le 9 avril à la Bourse du Travail de Paris. On est en train de composer les tables rondes, mais ce sera l'occasion justement de revenir autour de ça. Et puis on fera aussi un cadrage sur le droit international, parce qu'évidemment que tout ce que ce gouvernement israélien commet dans les prisons israéliennes est évidemment contraire au droit international. Alors on peut penser ce qu'on veut du droit international, ça reste quand même une boussole un peu commune, et par ailleurs c'était souvent mis en avant par les personnes qu'on a rencontrées sur place. Voilà. Merveille, je crois que tu voulais dire quelque chose. Non, mais c'était pour revenir en fait sur la situation des travailleurs et travailleuses en Palestine, en sachant que j'ai abordé tout à l'heure la question dans la dégradation de la situation économique, le fait qu'il y avait des fonds qui étaient bloqués par le gouvernement israélien, qui étaient des fonds destinés à l'autorité palestinienne. Et en fait, ça veut dire notamment que tous les gens qui travaillent pour les services publics, ils ne sont pas payés en totalité. Alors, ça dépend des fois, c'est-à-dire il y a des gens les enseignants par exemple, ils travaillent 3 jours par semaine et ils sont payés 3 jours par semaine. Et c'est pas un mois, c'est-à-dire en fait ça fait 2 ans que c'est comme ça. Les postiers, il y en a qui sont payés de cette manière-là. Il y en a qui nous ont dit ne pas avoir été payés depuis 3 mois. Je veux dire, y compris quelqu'un qui nous a dit j'ai pas de lait pour nourrir ma petite fille, etc. Je veux dire, c'est vraiment des choses qu'on a senties aussi très fortement dans les contacts qu'on a eus, et du coup la fonction des syndicats palestiniens que vous avez souligné tout à l'heure, de soutien à leurs membres, de soutien aux travailleurs et aux travailleuses qui sont dans la difficulté, c'est quelque chose de particulièrement important, quoi. Peut-être pour revenir du coup sur le rôle des organisations syndicales, alors tu l'as dit Emmanuel tout à l'heure, dans ce contexte particulier, évidemment, les organisations syndicales, elles jouent le rôle un peu habituel de soutien des salariés sur la question des salaires, des conditions de travail, et puis elles jouent évidemment ce rôle d'amortisseur social, avec un rôle de solidarité financière, humaine en fait. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur les organisations syndicales. Je ne sais pas, Vervaine, si tu veux dire quelques mots des syndicats avec qui on est en lien, puisqu'on n'est pas en lien avec toutes les organisations syndicales en Palestine. On n'est évidemment pas en lien, mais ça c'est important de le rappeler, avec la Histadrout, qui est le syndicat israélien, qui est un syndicat qui participe de cette logique coloniale, qui est très liée à l'État israélien depuis sa fondation. Et donc du coup, on n'a évidemment jamais eu de lien avec ce syndicat, qui est un syndicat raciste, on peut le dire très clairement, voilà, qui prend des cotisations sur les Palestiniens, sur le travail des Palestiniens, mais qui ne les défend pas. C'est un syndicat qui pratique l'apartheid. Par contre, évidemment, on a d'autres liens. Vervaine, je te laisse en dire quelques mots. Alors, les syndicats palestiniens qu'on a rencontrés, c'est des syndicats qui sont indépendants de l'autorité palestinienne, en sachant que il y a un syndicat qui s'appelle la PGFTU, qui a des relations avec quand je dis des relations avec l'autorité palestinienne, c'est en fait dont les dirigeants sont nommés par l'autorité palestinienne. Hein, c'est comme ça que ça marche. Et par ailleurs, ce syndicat, il est aussi particulier d'un autre point de vue, c'est-à-dire que il a des liens
liées aux accords d'Oslo dont a parlé Emmanuel tout à l'heure, qui font que il reçoit. Alors, je ne sais pas s'il les reçoit en ce moment, vu qu'il y a plein d'argent qui est bloqué, mais il recevait une partie des cotisations syndicales que payaient les travailleurs palestiniens qui travaillaient en Israël. C'était normalement reversé à la PGFTU, ce qui fait qu'il y a beaucoup de Palestiniens, de Palestiniennes, et dans les syndicats en particulier, qui considéraient que cette PGFTU non seulement avait des liens avec l'autorité palestinienne, et ils en pensaient pas nécessairement du bien, mais qu'en plus ils travaillaient avec main dans la main avec la Histadrout et que c'était pas possible. Donc nous, on a, mais c'est le cas dans beaucoup de pays par ailleurs, hein, on a des relations avec des syndicats qui s'affichent et qui se disent indépendants, en fait, hein, même si c'est un pseudo-gouvernement, hein, l'autorité palestinienne, mais en tout cas indépendamment de ça. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour des raisons qu'on vient de discuter là, sur la situation du travail et la situation de la colonisation, etc., le syndicalisme indépendant, c'est un syndicalisme qui connaît énormément de difficultés. Donc, en fait, on a rencontré énormément de syndicalistes et de syndicats, mais qui sont, il n'y a pas un syndicat indépendant en Palestine, en fait, il y en a plusieurs, et la façon dont ils se construisent, c'est beaucoup par branche, en fait, hein. Donc, on a rencontré le syndicat des postiers, on a rencontré le syndicat des électriciens, on a rencontré le syndicat des jardins d'enfants, on a rencontré le syndicat des banques, on a rencontré le syndicat des peintres et plâtriers. Bien. Donc, et je veux dire, c'est à la base du syndicalisme, hein, le caractère professionnel, etc. Ils travaillent ensemble, mais ils se construisent beaucoup de cette manière-là. Ou alors de manière assez locale, parce que ils travaillent beaucoup ensemble à Hébron, ce qu'on a vu. Ils travaillent ensemble à Ramallah. Ils travaillent ensemble à Tulkarem. Bien. Et donc, on a vu un petit peu la façon dont tout ça fonctionnait. Et ce qu'il faut souligner, c'est que tous ces syndicats professionnels en particulier, ils étaient extrêmement demandeurs, en fait, de liens avec leurs homologues. Bon, là, en France, puisque nous, on venait de France. Bon, mais vraiment une volonté et qui joue sur deux choses, c'est-à-dire avoir des liens parce que je veux dire, ils attendent rien du gouvernement israélien, ils attendent rien de l'autorité palestinienne, ils attendent rien des gouvernements occidentaux. L'ONU apparaît complètement sur la touche, etc. Pour eux, la solidarité, c'est leur père, hein, en fait, hein. Et donc, c'est vraiment ça qui sont en demande. Alors, il y a des choses qui fonctionnent déjà, comme avec entre le syndicat des postiers et Sud PTT. Et donc, c'est un lien qui existe déjà depuis des années, etc. Mais c'est véritablement ce que nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'attache à renforcer dans différents secteurs en revenant. Et l'autre chose qui est importante, parce que c'est des syndicats professionnels, c'est qu'en fait, ils sont aussi intéressés aux questions professionnelles qui les concernent. Par exemple, le syndicat des électriciens, où c'est en fait c'est du secteur privé, soit dans des petites entreprises, soit y compris des syndicalistes qui travaillent en freelance, qui sont syndiqués là-dedans. Et en fait, eux, ils ont plein de réflexions sur développer l'énergie solaire, parce que c'est aussi une réflexion sur comment la Palestine, un jour, elle pourrait avoir un réseau d'électricité et de l'électricité pour tous et toutes dans ces conditions-là. Et les postiers, c'est une partie des choses qui ont été, entre parenthèses, qui ont un peu avancé, hein, depuis 2019, mais quand on les avait rencontrés en 2019, ils nous demandaient de contribuer à faire pression par notre poids syndical en France sur le fait que la poste palestinienne puisse être reconnue dans l'organisation internationale des postes. C'est-à-dire qu'on puisse écrire en France une lettre en Palestine, etc. Et qu'elle soit distribuée, c'est encore une autre chose parce que
il y a pas d'avion qui arrive directement en Palestine, donc ça passe nécessairement par Israël, qui Israël, peut ouais. bloquer le courrier, qui l'a fait des fois pendant très très longtemps. Donc c'est aussi des réflexions sur comment développer leur économie, leurs services publics, etc. Et c'est des choses qui sont importantes et ils demandent des liens aussi là-dessus. Voilà. Ouais, je crois qu'il y a plusieurs syndicats qui nous ont dit, en fait, bah là, voilà, il y a pas mal de gens qui ont plus de travail et en gros, le temps qu'on a et qui est dégagé, on le prend à réfléchir, à créer des formations pour voilà, se réadapter aussi à ce que tu as dit aussi sur voilà, est-ce que d'électricien, on peut passer à finalement énergie éolienne, Ouais. enfin, je sais pas, il y a des choses qui sont assez frappantes et qui rejoignent ce que nous, on essaye d'avoir comme réflexion aussi au niveau syndical, hein. Donc ça, c'est toujours très, très intéressant. Et ça se fait aussi dans un contexte où ben, c'est Israël qui maîtrise aussi l'énergie hein, dans ce territoire, tout comme l'eau. Voilà, c'est aussi ça qui est frappant. Et ça fait partie de voilà, ce qu'on dit, c'est vraiment travailler dans un territoire occupé, quoi. Alors, il y a Julie qui nous demande sur le chat si on a des liens avec des syndicats de l'éducation, s'il en existe. Alors, on n'en a pas rencontré cette fois-ci, mais Verveine, vous en aviez rencontré lors de la précédente délégation. On devait en rencontrer, mais pour être honnête, en fait, le camarade chez qui on devait aller et qui devait organiser cette rencontre a vu son centre être fermé par l'armée israélienne quelques temps avant qu'on arrive. Et donc, du coup, on a dû annuler cette visite. Ça fait partie aussi de cette réalité coloniale. Mais je ne sais pas si tu peux dire quelques mots. Alors, sur l'éducation, alors d'abord, on a rencontré des femmes donc, qui travaillent dans les jardins d'enfants. Donc ça, c'est l'équivalent de notre maternelle, en sachant que il y a des choses complètement différentes, hein. Il y a certaines collectivités qui construisent des établissements à caractère public. Il y a des établissements à caractère privé. Notamment, il y a une partie de l'éducation qui est confessionnelle hein, en Cisjordanie. Et il y a des personnes qui travaillent ensemble, mais en fait directement avec les parents qui sont les patrons, etc. Donc ça, c'est pour ce secteur-là. Et donc, nous, on a rencontré des femmes de ce syndicat et à Hébron et à Ramallah. Il y a aussi un syndicat qui existe dans le supérieur, bien, avec lequel on a eu des liens, et y compris un camarade de ce syndicat qui est venu au congrès de Sud Éducation, au dernier congrès de Sud Éducation, si je ne me trompe. Après, sur la grande masse en fait des enseignants, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un secteur qui a été extrêmement combatif, hein. Moi, c'était en 2016 que je les avais rencontrés. Ils sortaient d'une grève qui avait été très longue, bien, où en fait leur syndicat appartenait à la PGFTU et quand ils s'étaient mis en grève, l'autorité palestinienne avait viré le dirigeant et remplacé en fait le dirigeant du syndicat, etc. Donc, ce qui fait que le syndicat était sorti de là, et on est toujours dans une situation intermédiaire, d'après ce que j'ai compris, bien, mais on les a pas rencontrés, et donc on n'a pas un syndicat enseignant globalement constitué. Ça, à notre connaissance, c'est pas le cas. Mais il y a toujours, par ailleurs, un certain nombre de luttes qui se mènent chez les enseignants, notamment autour de cette histoire de paye, hein. Je veux dire, alors, c'est compliqué de se battre pour être payé, pour travailler plus que 3 jours par semaine et pour être payé plus que 3 jours par semaine. En sachant que de toute façon l'autorité palestinienne n'a pas, je veux dire, a pas l'argent. C'est ce que les gens nous ont dit, pas des enseignants, mais ce que les postiers nous ont dit, par exemple, hein, qui voyaient pas comment revendiquer sur cet aspect-là des choses aujourd'hui, ce qui montre Ouais, parce que c'était en gros
on est-ce qu'on fait grève? Est-ce Ouais. qu'on lutte? Mais on fait grève, Contre on qui? revendique à qui? Ouais. Parce qu'en gros, Bien sûr. c'est vrai que ça montre aussi, une forme de désespoir parce Oui. qu'effectivement, Bien on est sûr. aussi dans une situation où on peut pas penser la lutte de la même manière, en fait, Bien sûr. qu'ailleurs. Parce qu'effectivement, c'est contre qui? C'est, voilà, c'est l'autorité palestinienne qui n'a pas les fonds, versés par Israël et tout ça, ça ramène à une forme aussi de ce qu'on nous a dit un peu de manière plus globale par rapport, à la situation. De dire, quelque part, enfin, je pense qu'il y en a plusieurs qui nous ont dit: «On est lâchés», quoi. Il y a eu Gaza, il y a pas eu de réaction, Mmh. ou quasiment pas. Donc on a laissé faire un génocide et là, en fait, on est dans une situation invivable où on est, voilà, dans quelque chose de silencieux, mais qui est tout aussi, mortifère, j'allais dire, que ce qui s'est passé, à Gaza, même si voilà, bon, on va pas comparer, il y a cette idée-là aussi que c'est difficile même pour les syndicats et en même temps, je trouve que les syndicats ou les associations qu'on a rencontrées, elles ont conscience qu'elles sont aussi une forme de rempart et de point de résistance, qui est hyper important dans ce contexte-là, quoi. Mmh. Et qui rassemble et qui quand même crée du collectif malgré la difficulté ou l'absence de possibilité de mener des luttes comme on peut en mener ailleurs, quoi. Je voudrais réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'un deux poids, deux mesures. Parce que, on le sait tous, mais on l'a vu d'autant plus sur place. Et il y a eu des chiffres d'ailleurs qui sont aussi contestés par Tsahal, avec plus de 70 000 morts à Gaza. Bah, en fait, la communauté internationale dit quoi? Que fait-elle? Et donc, on a ce cri sur place des Palestiniens qui disent, ben voilà, enfin, c'est là, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? Et à côté de ça, il y a aussi d'autres luttes en Ukraine, où il y a certaines questions aussi qui nous ont été posées par rapport à l'Ukraine, etc. Mais c'est vrai que c'est tellement criant ce qui se passe, il y a tellement de preuves accumulées, et il y a un silence tel qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment tu peux être aussi démuni que ça et que eux, ils sont à la recherche juste d'une solution pour essayer de vivre en paix. Et nous, on est là pour les écouter, mais on ne voit pas de sortie particulière. Hein. Mais c'est pour ça que moi, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait des gens qui étaient en colère. Oui, C'est-à-dire, euh, très, je veux dire, alors c'est pas toutes les personnes qui exprimaient ça, mais certaines personnes qui étaient vraiment très en colère. Et alors pas du tout contre nous, etc. Je veux dire, mais vraiment, y compris quand on posait la question de savoir ce que nos interlocuteurs et interlocutrices pensaient de la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Il y avait je veux dire, les gens nous disaient, mais dans le meilleur des cas, ils nous disaient c'est bien, mais Ouais. et encore. Ouais. Et dans Et qu'est-ce qu'on en et fait, il y a des gens qui croyaient pas, qui disaient c'est qui nous riait presque au nez, des fois. voilà, c'est Oui. pas possible. Justement, je rebondis sur ce que vous dites parce que effectivement, le silence de la communauté internationale et le silence aussi de notre gouvernement en France, on l'a vu, à part cette reconnaissance tardive d'un État Palestine dont on peut dire qu'il est fantoche, puisqu'il n'y a pas de, enfin, je veux dire, il y a rien pour le définir, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de tout ça. Non seulement la France n'a rien fait, mais même, j'ai envie de dire, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'elle a continué à vendre des composants militaires, et ça a été prouvé par des enquêtes journalistiques, ça a été aussi prouvé par le travail militant de nos camarades de Stop Arming Israël. Et donc, en fait, la France a continué à alimenter de manière économique cette guerre et cette armée israélienne. Et du coup, dans ce contexte-là, où on ne peut compter finalement que sur nous, sur nos forces militantes. Qu'est-ce que nos camarades nous demandent de faire sur place? Enfin, qu'est-ce que nos camarades sur place nous demandent de faire depuis la France, plutôt? Alors, il y a vraiment l'idée que, comme c'est un silence
et que la situation en Cisjordanie, elle est quand même... enfin, voilà, il y a de temps en temps un article, oui, sur voilà, quand Israël reprend une énième disposition pour dire qu'elle a le droit de mettre sa propriété partout en Cisjordanie. Là, il y a un article, mais quelque part, il y a une forme de banalisation de la situation là-bas. Donc, ce qu'ils nous demandaient, c'était vraiment de témoigner de ce qu'on a vu, de témoigner de leur situation. Et d'ailleurs, je trouve que, enfin, moi, ça m'a frappé que la dernière organisation qu'on a vue à Haïfa, du coup, côté israélien, mais qui était Who Profit, donc qui dénonce les liens des grandes sociétés avec justement l'économie et le gouvernement israélien. On nous a dit, mais en fait, ça fait, il y a eu il y a eu Covid, il y a eu Gaza, et en fait, on n'a pas vu beaucoup de monde. Et là, en fait, la personne qu'on a vue nous a dit que ça faisait 2 ans, en fait, qu'elle n'avait pas rencontré, en fait, d'organisation internationale ou de syndicats. Et donc, elle était super contente de nous voir. Et je pense qu'il y avait... ça aussi, je voudrais en témoigner parce que, enfin, moi, c'est vrai que quand on était à Ramallah et que on nous a dit, bah, on nous attend là dans un des camps Jalazone, on nous a pressés pour y aller et puis on se disait oui bon ça va, on va y arriver quoi, parce qu'on a eu un programme assez chargé et tout. Et en fait, quand on est arrivé dans ce camp, moi j'ai eu l'impression que c'était comme en gros, c'est leur village qui accueillait une délégation. Ils avaient mis, voilà, il y en a un qui avait des costumes, cravates, et nous, on était juste en mode route. Et on sentait qu'il y avait une attente, mais tellement de ce qu'on allait pouvoir faire, des liens qu'on allait pouvoir créer avec eux, etc. Énorme, quoi, énorme. Et ça a été dit, 30 Et secondes, de ça a la été... colère aussi, Ouais. et enfin tous mélangés. Et je pense que pour revenir à la question de, je suis désolée, de Linda, c'est donc témoigner. Donc ça, je pense qu'on va le faire, on le fait ce soir avec la chaîne Twitch, mais on va avoir des vidéos. On est en discussion aussi avec l'Humanité. Il y a un article qui va sortir. On aura des petites vidéos qui vont sortir à chaque fois. On leur a demandé, à la fin de chaque entretien, on leur a demandé c'est quoi justement travailler sous occupation et comment on peut vous soutenir et vous aider. Et il y avait des demandes aussi, enfin très concrètes. Par exemple, le syndicat des peintres, oui, veut trouver un partenariat en France avec nos organisations syndicales. On va trouver, parce qu'on n'a pas forcément là des peintres sous la main. Solution, Mais je veux dire, on va trouver la manière de créer des liens. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque part quelque chose qui fait tenir une organisation et des syndicalistes, de savoir que ben voilà, il y a dans un autre pays aussi d'autres syndicalistes qui vont leur apporter aussi un soutien financier, qui vont leur apporter peut-être juste des échanges. Et évidemment qu'on va aussi écrire. On a un 4 pages qui va sortir qui va sortir voilà, dans quelques jours. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est de ne pas hésiter à nous solliciter en fait, parce que justement on trouve que ça fait partie de notre devoir de témoignage suite à cette délégation. Donc si vous voulez organiser une soirée militante dans un de vos syndicats ou ailleurs, dans un collectif, dans une association, on peut utiliser aussi un film qui avait été tourné par nos camarades de Canal Marche, notamment dans une délégation où tu as été vers Vennes en 2019, qui pose déjà les problématiques, on dira, et on peut se déplacer pour une soirée ou autre pour justement animer les choses, répondre aux questions et témoigner. Et on a évidemment aussi au sein de Solidaire des campagnes, mais ça je vais peut-être laisser Vervaine le développer, sur la campagne BDS, boycott des investissements en sanctions, et Stop Arming Israël, qui sont on travaille avec eux et elles,
Et on essaye de faire amplifier en fait ces campagnes-là au sein de nos syndicats. Moi, je pense que on a de la marge, clairement, euh, et que on peut justement avec nos témoignages faire en sorte que il y ait des réflexions qui aillent plus loin dans le concret aussi de ce côté de la planète, j'allais dire, pour que justement les choses puissent bouger aussi significativement. Alors, tu as évoqué la campagne BDS, boycott des investissements, sanctions. Il y a la campagne aussi Stop Arming Israël et les camarades nous demandaient dans le chat si on avait pu rencontrer les camarades du BNC. Alors, le BNC, c'est le Boycott National Committee. C'est donc nos camarades palestiniens et palestiniennes, parce que vous savez que la campagne BDS, c'est une campagne qui est à l'initiative des camarades palestiniens et palestiniennes. La campagne Stop Arming Israël, elle est à l'initiative de syndicalistes palestiniens et palestiniennes. Donc oui, on les a rencontrés à Ramallah et c'était très intéressant, très émouvant aussi, en tout cas pour moi, de voir que ce qu'on fait au quotidien, et on est très impliqués solidaires dans BDS France, de voir qu'on ne se trompe pas en fait, et que c'est bien ce que nos camarades sur place nous demandent de faire, et que c'est bien là notre rôle quand on est en France, quand on rentre, d'amplifier cette campagne. Mais peut-être que Vervaine, tu peux en dire 2 mots, justement, ces 2 campagnes assez emblématiques dans lesquelles notre union syndicale est très, très impliquée. Mais au-delà de la rencontre avec le BNC, ce qui était significatif, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on demandait qu'est-ce qu'on peut faire, y compris la réponse à la question qu'est-ce que vous pensez de la reconnaissance par la France de l'État palestinien, quand les gens disaient ça ne suffit pas, c'est en fait il faut des sanctions. Bon, il faut que les gouvernements prennent des sanctions, il faut que les entreprises désinvestissent, etc. Et donc, on était en plein dans cette réflexion sur la campagne BDS. Et ce qui est important, alors ça fait longtemps qu'on est investi sur cette question-là, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a vraiment des opportunités, je pense, là, pour développer cette campagne, parce que d'abord, il y a toute une série de forces qui étaient pas convaincues qu'il fallait utiliser ces moyens-là, etc., qui depuis en fait le génocide à Gaza considèrent que c'est pas possible de laisser Israël et avec la complicité des gouvernements occidentaux faire ce qu'ils veulent, etc. Donc qu'il faut utiliser ces moyens-là. Donc il y a des campagnes qui sont définies. Alors, c'est le BNC, toujours en Palestine, qui impulse les campagnes, mais qui sont reprises au niveau national. Donc, par exemple, sur Carrefour, c'est une campagne qui s'est beaucoup développée là pendant... et dont, alors, là, qui est une campagne de boycott, qui s'est beaucoup développée dans toute la période. Mais il y a aussi des campagnes de désinvestissement qui sont importantes. Je sais que les camarades de Sudrail, mais c'est pas les seuls qui sont concernés par ça, ont entamé une campagne pour demander le désinvestissement en fait d'Amundi, qui est une branche en fait du Crédit Agricole et qui s'occupe de l'épargne retraite des salariés dans un certain nombre l'épargne retraite des salariés dans un certain nombre d'entreprises ou de l'intéressement. Ouais, c'est ça. Après ça prend différentes formes selon les entreprises, mais c'est aussi le cas par exemple à Orange et dans d'autres grandes entreprises. Bon, et là obtenir le désinvestissement d'Amundi, parce que Amundi en fait a des participations dans une entreprise qui s'appelle Elbit Systems et qui est une des grandes entreprises de l'armement et du système sécuritaire en Israël. Arriver à rompre ça, c'est quelque chose qui est absolument important. Et y compris dire aux travailleurs ou aux travailleuses avec lesquels on partage la vie courante, etc.,
votre argent, l'argent de vos primes, eh ben, il doit pas aller aider au financement d'Elbit System, etc. Même si Amundi trouve toutes sortes d'arguments et compagnie pour dire que c'est pas grave, c'est possible, c'est pas important, etc. Bien, ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et qui sont aussi de notre responsabilité et où on peut expliquer des choses très concrètes parce que là, c'est vraiment l'argent des salariés. Donc ça, c'est un exemple. Pour parler de la campagne Stop Arming Israël, qui a été donc lancée à l'initiative de tous les syndicats, c'est une demande de tous les syndicats palestiniens qu'on fait un appel autour de ça. Bon, il y a des initiatives diverses qui ont eu lieu et qui concernent pas évidemment que la France, hein, mais il y a eu des initiatives très importantes en Italie, par exemple. Mais ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on continue à réfléchir, c'est on a réussi à faire un rassemblement avec plusieurs syndicats, dont Sud Aérien sur la plateforme de l'aéroport de Charles de Gaulle, donc en région parisienne. Et y compris, ça a eu un impact parce qu'il y a des composants qui étaient utilisés au plan militaire qui ne sont pas partis en Israël alors qu'ils devaient être livrés. Et cette campagne-là, c'est aussi arriver à mettre sur la place publique, parce que le gouvernement nous dit on ne fait pas de commerce des armes avec Israël, etc. On sait qu'il y a des composants électroniques ou autres qui ont des doubles fonctions. On sait qu'il y a des participations, par exemple, dans la recherche, des choses qui passent par les universités, qui font directement des liens avec le travail de recherche sur les questions de l'armement, sur les questions de la sécurité en Israël. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut développer dans le cadre et qu'on a commencé à développer dans le cadre de la campagne Stop Arming Israël. Et ça, c'est vraiment une demande, je le répète, des syndicats palestiniens depuis maintenant presque 2 ans. Alors, il y a BDS, il y a Stop Arming, il y a aussi des fédérations qui travaillent au quotidien avec leur secteur professionnel en Palestine. Peut-être que tu peux dire quelques mots, Emmanuel, toi, alors, tu as parlé tout à l'heure de vos liens avec PJS, mais de ce que vous faites comme travail syndical. Oui, le travail syndical que nous faisons, nous, SNJ, avec le PCJS, c'est déjà d'avoir une oreille attentive avec eux, de le recevoir en France quand, notamment, son président vient nous recevoir, enfin, vient en France. Et parfois, on organise aussi des colloques. Il y en a eu il y a presque 1 an de ça, pour dénoncer ce qui se passait, évidemment, à Gaza. On a aussi mis en place une cagnotte au SNJ pour pouvoir les aider. Ils nous ont d'ailleurs remercié sur place d'avoir contribué à les aider, parce que voilà, c'est, comme ça a été dit tout à l'heure, les aides de l'autorité palestinienne ou alors des aides internationales qui leur arrivaient avant, il y avait des aides de l'Union européenne, etc. C'est terminé. Donc c'est très compliqué. Donc en effet, la cagnotte qu'on leur a, qui est en ligne sur le site du SNJ, leur permet notamment, et c'est une cagnotte qui est reversée après par la FIGE, mais ça vient de l'argent qui vient par le biais du SNJ, leur permet notamment de mener un certain nombre d'actions. Et bon, voilà. Donc c'est ce qu'on fait notamment au quotidien auprès d'eux. Juste rappeler aussi qu'il y aura un grand rassemblement, un grand rendez-vous de la liberté de la presse et des journalistes en France et dans le monde début mai, puisque Paris va accueillir le congrès de la Fédération internationale des journalistes, dont on a parlé tout à l'heure, la FIGE. Donc 600 000 journalistes dans le monde entier, et le congrès qui sera à Paris du début mai, ça sera le congrès du centenaire, puisque la FIGE a été créée à Paris en 1926. Alors, on a parlé de ce que fait le SNJ. Tout à l'heure, on a évoqué les liens de Sud PTT avec le syndicat des postiers. On pourrait parler aussi de Sud Éducation, qui investit dans la campagne Education for Gaza, qui est une campagne de soutien éducatif aux Palestiniens et aux Palestiniennes de Gaza. On a Sud Santé Sociaux aussi, qui a démarré une campagne de boycott de Teva, qui a des liens avec l'industrie militaire israélienne. Une campagne aussi sur Alliance. On a évoqué
Sudrail, et c'est vrai, Sudrail, Solidaire RATP qui se battent contre Amundi. C'est vrai qu'on essaye de faire grandir cette campagne Amundi, donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner si votre entreprise, elle a des liens. Hein. Amundi, c'est un gestionnaire, on l'a dit, d'épargne salariale, donc il est présent dans plusieurs entreprises. N'hésitez pas à nous faire un petit mail si vous vous rendez compte qu'il y a des liens. On a tout le matériel, on est en train de travailler sur les arguments juridiques, donc cette campagne, on essaye de la pousser dans Solidaire. On estime chez Solidaire, et les camarades qu'on a rencontrés sur place nous confortent aussi dans cette idée qu'on a un rôle à jouer, évidemment, depuis la France. Et donc, c'est vrai qu'en tant que travailleur, en tant que travailleuse, en tant que salarié, en tant qu'agent, agente aussi, hein, dans la fonction publique, et ben en fait, si on cherche un peu, quelquefois, on se rend compte que notre administration, la boîte dans laquelle on bosse, et ben elle a des liens avec l'économie israélienne. Et donc, dans un contexte, on l'a dit, hein, on voit ce que c'est actuellement ce gouvernement israélien d'extrême droite, on voit ce que c'est ce gouvernement colonial, et ben en fait, on appelle à faire cesser ces liens. Et le rôle qu'on peut jouer, nous, c'est que quand on est implanté syndicalement, et ben quelquefois, on est représentatif et on est dans les CSE, on est dans les CSA, et par ce biais-là, on peut aussi récupérer des informations. On a aussi un rôle d'information de nos collègues. Hein. Là, ce que fait Sudrail avec cette campagne Amundi, c'est de dire, en fait, nous, on ne veut pas que notre épargne salariale, elle participe à cette économie de guerre. On ne veut pas être rendu complice de ce génocide. Quand nos camarades de l'aérien disent, en fait, on ne veut pas que les travailleurs et travailleuses, on ne veut pas qu'on leur fasse transporter ça, on ne veut pas qu'on leur fasse participer à cette économie de guerre. Donc effectivement, c'est aussi notre boulot syndical de faire ça. C'est-à-dire pour moi, c'est à nous de prendre le relais parce que malheureusement, comme ça a été dit tout à l'heure, la communauté internationale et la France est muette et ne fait rien. Et ça a été dit notamment lorsqu'on a visité le camp de Jalazon à côté de Ramallah. Certains nous ont interpellés en disant on se souvient du temps où il y avait Mitterrand, il y avait Chirac, etc. Donc ils ont encore une vision de la France qui était très interventionniste, qui était très pro-palestinienne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand ils nous ont posé la question, sur qu'est-ce que vous faites, vous nous avez toujours aidés, etc. Et c'est vrai que malheureusement, on a été obligé de leur répondre, en fait, en France, il n'y a pas de son, pas d'image, quoi. Il n'y a pas de son, pas d'image de ce côté-là. Donc, en effet, c'est à nous de prendre le relais, c'est à nous d'aller plus loin et de faire ce que le gouvernement ne fait pas. Tout à fait. Alors, on a nos camarades qui, dans le chat, nous mettent plusieurs informations. Solidaire étudiants-étudiantes qui expliquent qu'ils participent à rompre des partenariats avec l'armement et les universités israéliennes. Et c'est vrai que cette question du boycott académique, elle est très importante, même si elle est un peu difficile des fois à mettre en œuvre. Les universités en France ont des liens avec les universités israéliennes qui aussi participent à des programmes d'armement. Donc, on appelle à rompre ces liens. Les camarades nous parlent aussi de programmes d'inscription dans le supérieur des étudiants et étudiantes réfugiés palestiniennes. Vous savez que la question de l'accueil des Palestiniens et des Palestiniens réfugiés en France, elle a été catastrophique. On aurait aimé qu'elle soit à la hauteur de ce qui a été fait pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes, qui pour le coup, on a mis des moyens, et évidemment, il ne s'agit pas de comparer, mais il s'agit de montrer qu'on sait le faire. Et cette question de l'accueil des réfugiés palestiniennes n'a pas été... elle a été faite en réalité par des relais militants. Et du coup, Solidaire étudiant nous le rappelle. Il y a Sudaérien qui rappelle aussi qu'ils vont déposer une plainte contre Air France et plusieurs compagnies aériennes concernant le transport d'équipements militaires. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses qu'on va continuer à faire, on va continuer à amplifier ces campagnes de boycott, de désinvestissement et de sanctions. Et ça, c'est un peu parce qu'on arrive à la fin de cette émission Twitch et du coup on voulait finir avec un peu notre rôle militant, finalement notre rôle syndical. On espère avoir convaincu ce soir que la question palestinienne, elle est évidemment une question syndicale, mais que les questions internationales plus largement le sont. Avant de se quitter, peut-être vous demander autour de la table votre mot de la fin, et pendant qu'on le donne autour de la table, demandez aussi dans le chat si vous voulez faire passer un petit mot de la fin, c'est le moment. Je démarre avec toi, Emmanuel. D'accord, c'est moi qui commence. Le mot de la fin, alors je suis un peu gourmand, je vais en prendre deux. Un pour un constat et ensuite un témoignage. Moi, je trouve que sur la question palestinienne, c'est un sujet
qui, à mon sens, pollue le débat public et empoisonne les relations internationales depuis des décennies. Et si rien n'est fait, je veux dire, ça va continuer. Et pour moi, ça reste quand même un énorme problème. Le dernier mot de la fin, on va dire, c'est une forme de témoignage qui m'a beaucoup ému quand je suis parti. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'avais emprunté ce corridor là en taxi. Et en repartant, vous savez, quand on prend l'avion, on est aussi dans cette espèce de couloir qui mène après à l'appareil. Et il y avait une publicité sur la gauche qui vantait le voyage en Israël. Voilà, en disant et donc la publicité disait vous avez visité Israël, vous ne serez jamais plus comme avant. Et c'est vrai en fait. Et là, et j'étais très ému en lisant ça et voilà. Donc c'est le témoignage que je voulais faire. Voilà. Merci. Verveine, ton mot de la Non, fin. ouais, moi, le mot de la fin, c'est en fait, de toutes les personnes qu'on a vues, il y a toujours un moment où les gens ont dit mais c'est notre terre. Voilà. C'est-à-dire la ponctuation de fin de ce qu'ils nous disaient, c'est mais c'est notre terre. C'est-à-dire que il y a des gens qui disaient c'est difficile, on ne peut pas faire autrement que de se battre, on continue parce que c'est notre terre. Il y a des gens qui disaient on n'a pas d'espoir, mais c'est notre terre. Il y a des gens qui disaient de toute façon on s'est toujours battu, on continuera à se battre parce que c'est notre terre. Et ça je veux dire c'est vraiment la dominante, c'est-à-dire que c'est une histoire qui n'aura pas de fin, de toute façon. Alors ça va un peu dans le sens de ce que disait Emmanuel, c'est-à-dire ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Et on a des gens qui sont en demande aussi parce que ça fait, je veux dire, ça a commencé en 48, mais ça a déjà commencé avant. Donc ça fait plus de 70 ans qu'il y a des gens qui disent c'est notre terre. Des camps de réfugiés qui passent de 10 000 à 17 000 personnes. Mais les gens sont là, toujours à se considérer comme réfugiés, parce que c'est notre terre. Et donc, ça donne aussi le sens de ce qu'on a fait là, et puis de ce qu'on veut continuer à faire, quoi. Muriel. C'est difficile comme question. Non, moi je voulais déjà remercier particulièrement Verveine et puis Linda parce qu'elles ont fait un travail absolument incroyable de préparation de cette délégation, de toutes les personnes qu'on a rencontrées, donc ça c'était très fort. Je suis fatiguée donc je vais un peu pleurer. C'est la première dans Twitch. Non, et ce qui était assez incroyable aussi, c'est que, enfin, moi, je pense que j'avais pas vécu une expérience sous régime autoritaire, parce que voilà, je pense que on n'a pas trop parlé de ça, mais on a envoyé des résumés de tout ce qu'on nous disait tous les jours sur un drive le soir. On a vidé nos téléphones. Linda était particulièrement fouillée à la sortie de l'aéroport parce que elle a un nom de famille voilà à consonance algérienne, donc forcément, donc c'est aussi avec tout ce qu'on subit actuellement et avec les menaces d'arrivée de l'extrême droite, moi ça m'a donné la sensation d'être dans une forme d'expérimentation entre guillemets qui n'est pas une expérimentation pour eux qui vivent ça quotidiennement. D'un régime voilà où on doit faire attention à ce qu'on dit, avec qui on le dit, et où la question des libertés est aussi fondamentalement atteinte. Je pense qu'on n'est pas dans un monde étanche actuellement, et que c'est pas non plus entre guillemets notre délégation qui nous apportons la bonne parole, je pense que non, ce qu'ils vivent. On peut à un moment donné aussi être confronté à un bouleversement de l'ordre mondial, et il y en a plusieurs qui nous l'ont dit d'ailleurs, qui fait que on doit aussi s'interroger sur le sens de ce qu'on fait en termes de respect des libertés, et se battre pour eux et elles, c'est aussi se battre pour l'ensemble de la paix. Alors ça fait 13 de queue millique ce que j'ai dit, mais c'est vraiment le lien
entre ce qu'ils vivent, et elles vivent depuis, voilà, sur la question de la Terre depuis des années, et notre réalité qui est peut-être en train de basculer dans un certain sens. Et moi, j'ai vraiment envie de dire aussi qu'ils nous ont beaucoup apporté. Voilà. Bah, du Peut-être coup, à par toi rapport, maintenant, Et peut-être oui, sur, je voulais rajouter parce que j'ai envie Oui. prix palestinique. Ouais. Vas-y. peut-être à toi maintenant euh, de nous dire. moi, je voudrais parler d'une anecdote euh, qu'on nous a rapportée pour montrer que la résistance est partout et dans les moindres détails, en fait, et que Israël ne tuera pas ces formes de résistance. Vous savez, on a beaucoup dit qu'on avait beaucoup de mal à se déplacer. Et en fait, un jour qu'on demandait conseil à nos camarades pour rejoindre je sais plus de quelle ville, parce que un de nos préoccupations, c'était comment on va se déplacer, mais en fait, qui sont les mêmes préoccupations finalement sur place que nos camarades palestiniens, palestiniennes. Et ben, un camarade a ouvert son téléphone et en fait, il avait une chaîne, alors je sais plus si c'était une chaîne Telegram ou un compte Insta, où en fait, comme il y a eu un redéploiement de plein de checkpoints et de barrières et que les villages sont barrés de manière très aléatoire d'un jour à l'autre, et ben en fait les Palestiniens s'organisent et ils ont fait une chaîne où ils disent bah là aujourd'hui à telle heure tel checkpoint est fermé, tel autre est ouvert, et ça leur permet de refaire une chaîne entre elles et eux sur le territoire et de pouvoir communiquer. Et je trouve que c'est un bon exemple. Vous savez, en arabe, il y a le mot de soumoud, qui est un terme qui n'a pas trop d'équivalent en français, qui est un mélange de résilience et de résistance. Et en fait, je pense que ils et elles ne tueront pas ça, en fait. Ça reste et c'est toujours présent et ça prend plein de formes différentes. Et voilà. Et il y a Mahmoud Darwish, dont on est allé voir la tombe aussi sur place, qui disait, j'aime bien ces mots-là, il disait merci de nous aider à porter pardon, le fardeau de cet espoir. Voilà, c'est un peu notre modeste tâche militante syndicale qu'on essaye de faire. Merci Voilà. Linda. Merci beaucoup. Avant de se quitter, juste peut-être dire deux mots de la revue internationale aussi qui va sortir dans ces quelques jours parce qu'elle traite évidemment de cette question palestinienne. La revue internationale, la prochaine, elle s'appelle Vivre l'internationalisme. Elle revient sur les engagements de Solidaires sur les questions internationales. Elle revient à travers plusieurs témoignages de syndicats, de fédérations qui pratiquent cet internationalisme, et on espère qu'elle donnera envie à toutes et tous les militants de s'engager sur ces questions-là. Pour ce soir, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas, on l'a dit au début, à vous abonner. Et puis, Solidaire vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines. Il y aura la prochaine émission sera consacrée au 8 mars qui arrive très bientôt. Parfait à Palestine. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir.